Bienvenue dans notre podcast Cadeau. Cadeau est un podcast engagé et audacieux qui s'attaque aux questions taboues de notre société. Notre mission est de briser les barrières de conversation et d'explorer les sujets sensibles qui sont souvent évités dans notre vie quotidienne. Plongeons ensemble dans des discussions franches et éclairées pour comprendre, pour écouter, pour changer. Dans chaque épisode, nous plongeons dans des thèmes tels que la sexualité, les stigmates sociaux, les discriminations, les problèmes de santé mentale, les normes de genre, les relations intergénérationnelles et bien d'autres encore. Nous offrons un espace sûr et ouvert pour discuter de ces sujets en écoutant différents points de vue, en partageant des témoignages et en examinant les enjeux sociaux et culturels qui influencent notre société. Avec Cadeau, découvrons, éduquons, défendons parce que chaque voix compte, oui, chaque voix compte. Rejoignez-nous pour être entendus, pour être informés, pour être le changement dans cette aventure passionnante. Cadeau, le podcast pour un avenir où les droits reproductifs sont respectés et célébrés. Merci d'être là aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde de se lever un samedi matin, mais vraiment merci d'être venu participer à notre panel. Alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour le panel organisé par le projet Pamodja avec nos chers partenaires qui sont là. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'avortement clandestin. Donc, essayer de faire une sensibilisation. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'au finish de ce panel, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui seront sensibilisées sur l'avortement clandestin et qu'il y ait une grande communication dessus. Nous sommes réunis ici avec nos 3 panélistes qui sont Madame Wasso Tunkara, qui est la présidente de Sénégal Action Féministe, Madame Adja Amsatou Fall, qui est la présidente de l'Association des sages-femmes, secrétaire générale de l'Association des sages-femmes, et avec Madame Amissa Ho, qui est juriste et présidente de PP. Donc, si vous avez aussi des questions que vous voulez poser au cours du panel, vous pouvez les noter et me les faire parvenir. Comme ça, moi, je me chargerai de poser les questions aux panélistes. Si vous le souhaitez aussi, comme tout à l'heure, vous pouvez venir vous asseoir avec nous. Si vous jugez que vous serez beaucoup plus les en bas, vous pouvez venir. Entre-temps, je vais permettre à nos chers partenaires qui sont là de se présenter. Nous allons commencer par Aïcha de Yewi. Donc, je m'appelle Aïcha Rassoulsen et je suis la présidente de l'association Yewi. Donc, Yewi, ça veut dire libérer, parce que moi, j'ai estimé que au Sénégal, en tout cas, la parole de la femme est toujours, on va dire, cachée. Elle peut pas parler de beaucoup de choses, notamment de sa sexualité et de son corps. Donc, quand on a créé Yewi, c'était vraiment pour lutter contre la précarité menstruelle au Sénégal. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des protections hygiéniques gratuites dans des écoles, qui sont vraiment des écoles publiques, dans les prisons pour femmes, mais également dans les centres qui accueillent des femmes victimes de violences, notamment la Maison Rose. On va au-delà de ça parce qu'on s'est dit distribuer seulement des protections hygiéniques, c'est pas suffisant en fait pour vaincre la précarité menstruelle. Donc ce que nous faisons, c'est qu'on sensibilise énormément sur la question des règles, sur l'hygiène menstruelle, sur le tabou des règles. On désacralise vraiment tous ces sujets-là en apportant beaucoup d'informations aux jeunes filles sur les réseaux sociaux, dans les écoles en faisant des ateliers avec elles et avec les professeurs. Mais toujours est-il que c'est pas assez suffisant. Parce qu'on a remarqué que dans des écoles, il n'y a pas de serviettes hygiéniques, mais il n'y a également pas de toilettes. Donc des filles, quand elles vont en cours, elles sont obligées de rentrer chez elles pour pouvoir se changer. Et puis parfois, elles ratent des contrôles, des compositions. Et ça crée un énorme gap dans l'éducation entre les filles et les garçons. Donc on a voulu rompre tout cela. On s'est dit, bon, les serviettes hygiéniques, c'est bien, la sensibilisation, c'est bien, mais on va aller encore plus loin. Donc là, on a commencé à mettre en place des toilettes dans des écoles à Saint-Louis, des toilettes séparées filles-garçons, avec toutes les commodités qu'il y a. Donc, c'est-à-dire chaises anglaises, lavabo, quelque chose pour accrocher son sac, savon pour se laver, poubelle, justement pour permettre aux filles aussi de pouvoir rester à l'école même pendant leurs règles. On fait également beaucoup d'activités de sensibilisation avec ces filles-là, qui justement gèrent en tout cas un grand lot de protection hygiénique dans leurs écoles. Et donc, elles n'auront plus du tout besoin j'ai été trop longue, pardon. Elles n'auront plus du tout besoin de justement utiliser des trucs qui sont pas très très bien pour leur santé. Donc désolée d'avoir été si longue, Suzanne. Mais voilà, je voulais un peu résumer ce que faisait Yewi. Merci beaucoup. C'est très clair. Maintenant, je vais permettre à l'organisation Jeunesse Santé et Développement Sénégal aussi de se présenter. Je m'appelle Babacar Niang. Je suis chargé de projet de l'organisation Jeunesse Santé et Développement. Donc, c'est une organisation dédiée à promouvoir donc la santé des jeunes.
C'est une organisation qui travaille sur les droits humains, particulièrement sur le droit de la santé et la santé reproductive. Donc, c'est une organisation qui aide les jeunes à travailler sur des questions liées à la santé sexuelle, liées aux droits humains, permettant à certains jeunes de pouvoir accéder et de pouvoir savoir en fait toutes les opportunités que la loi leur permet. Donc, c'est une organisation mise en place, travaille aussi dans le cadre de développement et de partenariat avec les autres organisations. Nous allons permettre à Madame Ouasso de présenter Sénégal Action Féministe. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup aussi à Kim Pavita d'avoir accueilli notre activité. Comme a dit tout à l'heure, c'est une initiative organisée par les partenaires du projet Pamoja. Nous sommes 6, je pense. Donc, moi, je représente l'association Sénégal Action Féministe. Je suis Wasso Tunkara, je suis féministe activiste et formatrice en activisme créatif. Donc, Sénégal Action Féministe est une association qui travaille sur la documentation et l'archivage du travail des féministes. Parce que pour nous, c'est un travail qui mérite d'être archivé par devoir de mémoire pour les générations futures et pour valoriser aussi le travail des féministes du Sénégal et de l'Afrique. Merci. Nous allons permettre à Warka de présenter aussi Warka TV. Moi, je m'appelle Fatou Warhassam, je suis militante féministe, co-coordonnatrice du réseau des féministes au Sénégal, mais aussi fondatrice de Warka TV, qui est une plateforme de production de contenu féministe. Donc partenaire de Pamoja, et nous sommes là aussi partenaires du festival, et depuis hier on est en train de retransmettre en live toutes les activités qui se font ici. Merci. Et pour finir, je vais présenter She Decide. Donc, moi, je représente l'organisation She Decide Sénégal, qui est une organisation qui voudrait permettre à toute jeune fille de jouir pleinement de sa vie sans en répondre. En gros, nous avons eu à faire une campagne de collecte de serviettes hygiéniques réutilisables que nous avons pu distribuer à 5 régions du Sénégal, entre autres. Nous avons, je vais pas être longue parce que si je commence à parler, ça va être long. Mais après, je vais expliquer tout ce que She Decide a à faire. Bonjour, je m'appelle Oumou Kalsoum Diop. Je suis étudiante, réalisatrice de films. Je suis chargée de projet au niveau de Action for Change. Donc, Action for Change, c'est un mouvement qui est majoritairement composé de jeunes et qui vise à promouvoir tout ce qui est équité, participation des jeunes et l'égalité des genres. Merci. Parlant de l'avortement médicalisé aujourd'hui, des années auparavant, personne ne parlait de l'avortement clandestin ni médicalisé. Bon, cette question était complètement bannie, mais aujourd'hui, nous arrivons à avoir des assises où nous en parlons grâce au courage manifesté par certaines femmes comme vous. Quelle a été la situation qui a déclenché votre engagement? Merci, Suzanne, pour la question. En fait, alors, qu'est-ce qui a déclenché cet engagement? Moi, je pense que naturellement, en tant que féministe, moi, je crois fermement que la femme doit avoir la liberté de disposer de son corps. Donc, c'était toujours des questions, en fait, parce que je m'étais jamais intéressée, vu que c'était pas en fait une problématique qui me parlait directement, parce que j'étais pas une personne qui avait voulu pratiquer l'IVG. Mais en fait, c'est en travaillant sur plutôt des cas de viol, des cas d'inceste, qu'on se rend compte qu'il y a en fait des jeunes filles, des survivantes âgées de 12 à 13 ans, de 9 et plus petits, ou de 12 ans jusqu'à 14 ans, en fait, qui, après être agressées sexuellement, en fait, tombent enceintes, et c'est très compliqué. Et après, il y a aussi une certaine sensibilisation, on va dire, que Amy Saron a fait, l'une des panélistes. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle est presque arrivée. Parce que depuis 2013, je pense, il y a une demande d'autorisation pour qu'on puisse appliquer l'article 14 du protocole de Maputo, en fait, qui a été ratifié par le Sénégal. Donc, c'est par la suite, moi, que j'ai su que, en fait, la loi sénégalaise autorise, en fait, une femme à pratiquer l'IVG dans des conditions très, très, très strictes, en fait. C'est presque impossible. Et c'est comme ça qu'on a commencé à en parler.
Et c'est comme ça aussi qu'on s'intéresse carrément et qu'on essaie de voir exactement qu'est-ce que la loi nous permet, nous, en tant que personnes qui en parlent publiquement ou sur les réseaux sociaux. Parce que aussi, il est interdit au Sénégal de faire la promotion de l'IVG. Et donc, du coup, c'est très risqué en tant qu'activiste. Mais pour moi, le rôle de l'activiste aussi, c'est d'apporter une contribution, de réfléchir et de proposer aussi des solutions. Donc, pour faire court, c'est un peu ça qui a déclenché mon engagement. Et depuis lors, en fait, on accompagne aussi avec d'autres féministes, de toutes les initiatives qui aujourd'hui luttent pour que l'application de l'article 14 du protocole de Maputo soit effective au Sénégal. Merci Wassou. Alors, merci beaucoup. Je vais rebondir sur la question de Wassou. En tant que sage-femme, avez-vous déjà eu des cas de viol ou d'inceste qui sont suivis de grossesse, ou bien des cas d'avortement clandestin que vous avez pu traiter en tant que sage-femme? Oui, bonjour tout le monde d'abord. C'est le lot quotidien des sages-femmes. Vraiment, c'est le lot quotidien de toutes les sages-femmes du Sénégal. Moi, mon premier poste a été Pikine. Vous connaissez Pikine? Bon, quand j'étais affectée à Pikine, je ne connaissais même pas la localité. C'est la veille où je devais prendre service que mon mari et ma mère, je suis montée dans la voiture de mon mari pour qu'on me montre Pikine. Parce que je suis un enfant de la SICAP. Bon, vous voyez le paradoxe. Mais là-bas, vraiment, c'est pathétique. Et jusqu'à présent, j'ai les larmes aux yeux. Parce que même un avortement spontané, en ce moment, bon, heureusement qu'on était au tout début du sida et on n'était pas tellement imprégnés. Pour sauver la femme, à cause de l'hémorragie, on était obligé d'enlever les gants et de lancer et utiliser la main carrément pour faire le curage. Curage, c'est-à-dire avec la main, le bord de la main, pour pouvoir sauver cette femme. Donc, vous voyez, c'est le lot quotidien des sages-femmes. L'avortement clandestin tue. Ça, je ne vous le cache pas. Ça tue. La morbide mortalité de l'avortement clandestin, nous pouvons passer ici un jour pour en parler et s'en finir. Il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de morts. Si on vous dit qu'il y a 236 femmes décès maternels pour 100 000 femmes, de ces 36, 8% sont mortes à cause d'avortement. Même un avortement spontané, ça tue. Moi, les avortements dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était des avortements spontanés. On n'était pas à l'ère de l'avortement clandestin comme ça, avortement médicamenteux, avortement médicalisé, nous n'en étions pas là. Donc l'avortement clandestin tue. Donc vivement que l'avortement, bon, il est interdit effectivement d'en parler même dans une salle. Vous voyez, nous sommes vraiment liés, nous avons les mains liées. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. Et depuis 2013, comme l'a dit Wassou, on se bat. Et avant 2013, on s'est battu. Et jusqu'à présent encore, ça traîne du pied. Donc, vivement que les femmes aient droit à une santé génétique et sexuelle. C'est de là d'où vient le problème. Les femmes n'ont pas la prise de décision ici au Sénégal. Pas du tout de prise de décision. Mariés, célibataires, tout. Il passe. Les femmes n'ont pas la prise de décision. Même si c'est un jeune couple d'étudiants, l'étudiant fuit. Vous m'excusez s'il y a des étudiants ici. L'étudiant fuit, ça reste sa responsabilité et la fille est toute seule. Elle doit se décider, doit faire son avortement ou bien même son infanticide parce qu'elle est obligée. Que va dire le village? Que va dire sa mère? Il y a beaucoup de problèmes sociétaux de la société vraiment qui font que la fille ou la femme est obligée de recourir à l'avortement clandestin. Donc, vous voyez, nous sommes au Sénégal, liés par la main. Les femmes du Sénégal sont liées par la main, à la main. Leurs mains sont liées. Et
vous voyez que l'avortement thérapeutique, comme on l'appelle, parce qu'il y a des jeux de mots, ça prenait en compte que les cas de malformation avérés, où la vie de la mère aussi était en danger réel. C'était une question de survie. Et là, maintenant, on nous dit que ce cas-là doit être vu par un expert. Et cet expert, et ça vient du procureur, cet expert doit être contre-expertisé par quelqu'un d'autre. Et ça va prendre combien de mois? L'enfant a le temps de naître. Vous voyez? Donc, c'est pas demain ça qu'on a l'avortement thérapeutique. Et maintenant, on nous interdit l'avortement thérapeutique, c'est-à-dire suite au viol et à l'inceste tout court. C'est un problème pour y intégrer carrément. C'est un coup de forcing qu'on a fait pour y intégrer la vie de la mère en danger ou du fœtus. Merci beaucoup, Madame Fall. Wassou, après tout ce que nous venons d'entendre de la part de Madame Fall, ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, des combats ont été accomplis avec succès grâce à grâce à un engagement déterminé. Donc, quel rôle penses-tu que les activistes aujourd'hui doivent avoir pour faire avancer les choses dans ce combat? Alors, quel rôle moi, je pense que les activistes aujourd'hui, en tout cas ce que nous faisons, c'est de lutter directement pour combattre le système patriarcal qui maintient en fait les femmes dans un contexte en fait très toxique qui fait tout pour contrôler en fait la femme, contrôler ses pensées, contrôler son corps, contrôler ses faits et gestes. Tout. Donc nous, ce que nous faisons déjà, en tout cas, moi, je veux pas parler pour les autres. Moi, en tout cas, ce que je fais, mon objectif, c'est de vraiment lutter contre le système patriarcal pour que la femme puisse avoir le choix aujourd'hui. Pour moi, un mot très important, le choix de disposer de son corps, de choisir exactement ce qu'elle veut, mais aussi lutter pour que les femmes aient accès à un système, à des services médicaux complètes en fait. Que les femmes puissent aujourd'hui avoir accès à la contraception, qu'elles puissent avoir toutes les informations nécessaires sur leur santé sexuelle et reproductive. Donc, entre guillemets, je sais qu'au Sénégal, il est interdit de parler de santé sexuelle. On a reçu une note, en fait, du ministère de la Femme un jour pour nous dire si vous avez un projet qui parle de santé de la reproduction, il faudra juste parler de santé de la reproduction et ne pas mettre le mot sexuel. Donc ça aussi, c'est-à-dire jusque dans nos pensées, on est et donc du coup moi ma lutte en fait c'est ça, et aussi lutter pour qu'aujourd'hui l'éducation sexuelle puisse être une réalité, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'adolescentes, beaucoup de femmes même qui ont besoin d'informations mais ne savent pas vers où aller. Parce que dans le système patriarcal organise notre société de telle sorte qu'il y a beaucoup de jugements. Les gens ont peur d'aller demander, d'aller même poser la question. Des fois, les gens ont même peur d'aller poser des questions aux sages-femmes parce qu'elles se disent je peux poser la question et qu'après que je sois signalée comme une personne qui a envie de pratiquer l'IVG, alors que la personne a juste besoin d'avoir ces informations. Donc pour moi le travail des Bienvenue Tata Amé. Pour moi, le travail des activistes aujourd'hui serait dans la déconstruction et dans la conscientisation et faire tout pour que les femmes aient accès à une bonne information et accès à une éducation sexuelle, qu'elles puissent aussi savoir exactement ce que la loi leur permet et ce que la loi ne leur permet pas. Pour moi, c'est déjà une base qui peut permettre à la femme d'être consciente de ses choix et de pouvoir faire des choix éclairés concernant sa santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup, Wassou. Bienvenue, Tata Amisaro. Je te laisse le soin de te présenter au public. Donc, moi, je m'appelle Amisaro. Je suis juriste de formation. Actuellement, je suis manager de programme Afrique de l'Ouest de l'ONG Planned Parenthood Global, qui travaille sur la santé de la reproduction des femmes et des jeunes.
Je fus la coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé depuis sa création en 2013 jusqu'en 2021. Donc c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Tata Ami, pour la présentation et bienvenue encore. Bon, tu nous prends de cours sur les questionnaires et heureusement, les questions qui suivaient t'étaient adressées. Donc, d'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'avortement clandestin et des conséquences. Donc, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est il y a eu, je l'avais déjà posé à Madame Tounkara et Madame Fall. Il y a eu des années auparavant, personne ne parlait de l'avortement clandestin ni médicalisé. C'était une question qui était complètement bannie. Mais aujourd'hui, nous arrivons à avoir des assises où nous avons le courage de parler de l'avortement grâce à certaines femmes comme vous. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est quelle a été la situation qui a déclenché votre engagement? Merci. Comme vous l'avez dit, c'était pas évident. Par exemple, en 2013, quand on mettait en place ce comité de plaidoyer dont je parlais tout à l'heure, c'était pas évident de parler de la question de l'avortement tout court, parler de l'avortement. Je me rappelle quand on mettait en place ce comité, c'était un peu utopique pour certains que des organisations féminines osent mettre sur la place publique la question de l'avortement. Les gens pensaient qu'on n'allait pas durer dans ce plaidoyer-là, mais on n'allait pas le porter comme il se doit, parce qu'ils se disaient que non, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours ce contexte défavorable qui va pas nous permettre de s'appesantir sur la question de l'avortement. Mais nous, on a réussi à le faire. On a réussi à le faire parce que c'était une question, à mon avis, une question d'intérêt public, une question de santé publique. Parce qu'au moment où on mettait en place ce comité, on était à plusieurs cas d'avortement clandestin. Comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de statistiques sur les avortements, mais avec le ministère de la Santé, donc le ministère travaillait sur les mortalités maternelles et avait commandité une étude pour voir le taux de mortalité maternelle. On était de 8 à 13% de décès maternels. Et quand on a fait cette étude-là, c'était en 2010, on a fait le tour du pays et les études ont montré qu'il y avait une forte corrélation entre les mortalités maternelles et les avortements clandestins. Et les recommandations nous ont montré qu'il y avait une urgence de revoir la loi sur l'avortement. Parce que, comme vous le savez, c'est une loi très restrictive. Le principe au Sénégal, c'est l'interdiction, avec l'article 305 du Code pénal qui interdit l'avortement, qui met des sanctions à la charge de la personne qui commet un avortement ou bien qui aide une personne à commettre un avortement. Donc, il y a deux dispositions du Code pénal. Il y a l'article 305, il y a l'article 305 bis. Donc, avec l'article 305 bis, pratiquement, tout le monde peut être poursuivi pour avortement. Le fait même de donner des informations, le fait même qu'on se regroupe ici pour parler de l'avortement, on peut être poursuivi pour promotion de l'avortement. Alors que le principe au Sénégal, c'est l'interdiction. Donc, nous, on s'est dit, il faut revoir la législation sénégalaise qui interdit l'avortement. Parce qu'on ne peut pas quand même, dans un pays où le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo et la ratification est très importante. Quand un État ratifie, il a l'obligation d'appliquer. Mais malheureusement, le Sénégal a ratifié en 2004. La ratification s'est terminée en 2005, mais dans notre législation nationale, on interdit l'avortement. Alors que l'article 14 du protocole de Maputo nous dit que tous les États qui ont ratifié ce protocole ont une obligation d'autoriser l'avortement en cas de viol inceste et quand la santé de la mère est menacée. Donc, dans cette disposition de l'article 14 alinéa 2, c'est aucun alinéa n'est respecté. Parce qu'il faut faire la nuance entre ce que la législation nationale dit et ce que l'article dit. Parfois, on nous dit que, bon, quand la santé de la femme est menacée, l'avortement est autorisé. Non, l'avortement n'est pas autorisé au Sénégal. Au Sénégal, l'avortement qui est autorisé, c'est quand la vie de la femme est menacée. Ils ont réussi à faire cette nuance-là entre la vie et la santé. Et quand la vie de la femme est menacée, il faut 3 médecins
le médecin traitant. Et le médecin traitant, c'est important, le mot traitant. Le médecin traitant, c'est le médecin qui te suit depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, il faut que ce médecin-là fasse un rapport pour dire que c'est le seul moyen susceptible de sauver la femme. Et après le rapport de ce médecin-là, il faut 2 autres médecins, dont l'un est agréé auprès du tribunal régional. C'est le tribunal de grande instance. Donc, il faut ces 3 avis-là pour pouvoir permettre à cette femme de bénéficier de cet avortement. Mais après les rapports de ces 3 médecins-là, il faut faire une demande adressée au président de l'ordre des médecins, après demander une autorisation judiciaire pour faire l'avortement. Donc ça veut dire que même l'avortement thérapeutique qui est autorisé est très contraignant. La procédure est contraignante, donc les médecins, ils respectent pas la procédure. Eux, ils le disent, hein, parce que s'ils respectent la procédure, ils risquent de perdre la femme. Donc, pour dire que le Sénégal a l'une des lois les plus restrictives au monde concernant l'avortement, et je pèse bien mes mots, l'une des lois les plus restrictives au monde par rapport à l'avortement. Ça, c'était juste pour vous faire connaître l'environnement juridique. Et nous, après ce rapport-là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on a le droit, en tant que société civile, de se taire sur cette question de l'avortement? Parce que l'avortement, en ce moment-là, je pense que jusqu'à présent, occupe la 5e cause de décès maternel au Sénégal. Et 50% des motifs d'admission en urgence dans les maternités de référence, avec 51 500 avortements avec l'étude de l'Institut Goodmarch, parce que c'était la seule étude qui parlait des avortements clandestins en 2012. En ce moment-là, on a essayé de faire la comparaison. Donc, 51 500 avortements équivalaient à la moitié de l'université Cheikh Anta Diop qui faisait des avortements clandestins. Et ça a touché 17 femmes pour 1000 et de 15 à 44 ans. Donc, c'était une question de santé publique. Donc, nous, on a porté le plaidoyer et le ministère s'est retiré parce que, bon, on les comprend, hein, parce que le ministère, c'est un démembrement de l'État. Et notre plaidoyer, c'était pour demander à l'État de prendre ses responsabilités et d'appliquer ce qu'il a eu à ratifier sur le plan international. Et c'est comme ça qu'est parti ce plaidoyer, et c'était pas facile du tout. Parce que parler de l'avortement au Sénégal, ça équivaut à défier un peu les préceptes des différentes religions que nous avons. Et nous, on a commencé par prendre au sérieux l'aspect religieux, parce que c'était important. La première chose qu'on a eu à faire, c'est de faire un questionnaire adressé aux religieux pour demander la position de l'islam. Parce que l'Église catholique, quand on est allé les voir, ils nous ont dit qu'ils sont catégoriques, que c'est un dogme chez eux. Dès qu'il y a conception, il n'est plus possible de faire un avortement, même si la vie de la femme est menacée. Donc, il n'y avait aucune chance de travailler avec les religieux, mais avec l'Église catholique. Mais avec la religion musulmane, on avait administré un questionnaire. Et ils nous ont dit que dans le Coran, l'avortement en cas de viol inceste, en tout cas, n'est pas une question qui a été traitée dans le Coran. L'avortement dont il parle, c'est l'avortement dans la vie de couple. Maintenant, en cas de viol inceste, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils nous ont dit qu'il y a des écoles doctrinales qui se sont prononcées sur la question. Peut-être que c'est pas mon domaine, je ne vais pas revenir sur ça, mais on a eu les différentes écoles doctrinales, les Hanbalites, les Chiites, les Chafites, les Chiites, les Malikites. Nous, on est de rite malikite. Et les Malikites sont contre l'avortement. Imam Malik est contre l'avortement. Mais après Imam Malik, il y a ses disciples qui viennent pour dire que l'avortement peut être autorisé. Après 120 jours de grossesse. Avant les 120 jours, il peut y avoir avortement. Ça, c'est un débat. Mais en tout cas, nous, selon l'argumentaire religieux que nous avons, l'avortement peut être autorisé en cas de viol inceste avant le délai de 120 jours. Donc, c'est comme ça qu'on est parti pour mettre en place ce comité de plaidoyer. Et dans ce comité de plaidoyer-là, on a les grandes organisations telles que l'Association des juristes sénégalaises, le Réseau Siggi Jigéen, la RADDHO, beaucoup d'organisations, hein, et on travaillait par commission. Il y avait une commission qui se chargeait des médias, dirigée par une association de journalistes,
une commission qui se chargeait de travailler sur tout ce qui est législation. Ça, c'est l'association des juristes sénégalaises. Une commission qui se chargeait de travailler sur tout ce qui est communauté jeunes religieux. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé le plaidoyer avec beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Ça, il faut le dire. Parce que beaucoup de choses se sont dites. Il y en a même qui ont dit que il y a des femmes qui veulent défier l'autorité religieuse. Il y en a qui ont dit qu'on veut défier l'autorité, étatique. Et nous, on s'est dit, c'est un plaidoyer qu'on doit mener parce qu'on est dans un état de droit. Un état de droit doit respecter ses engagements. Et le non-respect de ces engagements-là entraîne les avortements clandestins. Parce qu'une femme qui a une grossesse qu'elle ne veut pas garder et qui n'a pas une solution légale, forcément, elle va essayer de trouver une solution. Soit c'est l'avortement, soit c'est l'infanticide. Et au moment où on faisait cette étude-là, 25% des affaires jugées en cour d'assises étaient des cas d'infanticide et 24% des cas d'avortement clandestin. Et en ce moment-là, l'avortement et l'infanticide occupaient la deuxième cause d'incarcération des femmes après le trafic de stupéfiants, avec 16% des infanticides et 3% des avortements, ce qui faisait 19% des femmes qui étaient incarcérées l'été pour avortement clandestin ou bien pour infanticide. Ça, c'est énorme. Peut-être que quand on te dit 19%, ça peut ne pas être grand pour vous, mais bon, une femme incarcérée pour avortement ou bien pour infanticide, ça c'est énorme. Parce qu'une femme incarcérée, c'est toute une famille qui est incarcérée. Nous, on sait de quoi on parle. Parce qu'on fait les prisons et on se rend compte qu'à chaque fois qu'une femme est incarcérée, c'est presque toute la famille qui est incarcérée. Et combien de fois on est parti en prison, on a vu des femmes, des filles incarcérées pour avortement clandestin avec leur maman. Parce que leur maman est accusée de complicité. Même le personnel de santé, Amsatou est là. J'ai fait une étude pour voir l'implication du personnel de santé dans les avortements. Mais à chaque fois qu'une personne est incarcérée pour avortement, de côté, il y a le personnel de santé. Et le personnel de santé, quand vous analysez son niveau d'implication, parfois, c'est juste pour apporter une assistance à une personne. Je me rappelle d'une dame qui a vu une femme qui a fait un avortement clandestin et qui est tombée devant la maison de cette femme qui est sage-femme. Et elle a aidé la femme pour arrêter l'hémorragie et tout, mais on l'a arrêtée. Parce qu'ils se disent qu'avec l'article 305 bis, tu as apporté assistance, alors que les normes et protocoles nous disent qu'une personne qui a besoin des soins après avortement, c'est ce qu'on appelle les SAA, il faut lui donner ces soins-là. Mais malheureusement, dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. On connaît l'attitude du personnel de santé. À chaque fois, moi, je leur dis, vous n'avez pas l'obligation de dénoncer. Vous ne devez pas dénoncer. Mais ils dénoncent automatiquement parce qu'ils ont peur que les conséquences de l'article 305 bis leur soient appliquées. Ce qui fait que à chaque fois qu'une personne va dans un service médical pour les soins après avortement, elle est dénoncée et elle est incarcérée. Combien de femmes sont au niveau de la prison du camp pénal et qui n'ont pas reçu les soins qu'il fallait parce qu'elles avaient besoin des soins après avortement. Mais avec la dénonciation, elles sont automatiquement incarcérées et ne pourront pas bénéficier de ces soins après avortement. Peut-être que je vais revenir sur les dernières statistiques parce qu'en 2022, on a commandité une autre étude avec un magistrat qui nous a fait une étude sur la situation des femmes incarcérées pour avortement infantile. Merci beaucoup, Madame Saro. C'était vraiment très clair. Je vais rebondir sur quelque chose que Madame Saro a dit tout à l'heure sur la dénonciation et le fait que les sages-femmes aient peur peut-être d'être incarcérées avec l'article 305 bis. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites pour vous défendre quand vous portez assistance à une personne qui a eu recours à un avortement clandestin et qu'aujourd'hui votre liberté est menacée? Comment est-ce que vous y prenez pour vous défendre? Effectivement, c'est une question très pertinente. Mais moi, d'abord je me présente. Je suis la secrétaire générale de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Mais en tant que praticienne, vraiment, on voit une femme qui souffre et on lui doit assistance.
Et si on ne le fait pas, je crois qu'on tombe sous le coup de non-assistance à personne en danger. Je vous ai dit tout à l'heure que mon premier poste était Pikine, le centre de santé Dominique. On ne parlait pas en ce moment de l'avortement clandestin ou autre. On disait avortement tout court. On disait avortement provoqué parce qu'il y avait des détails qui te faisaient dire que ça, c'est un type d'avortement provoqué. Mais ce que tu devais faire, toi, en tant que praticienne, c'est de tirer cette fille ou cette femme d'affaire. Il y avait des gants pour faire le curage. On le fait avec des gants. En ce moment, c'était le balbutiement du sida. Mais si ça avait été aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Parce que ça m'a beaucoup le gueule du bagnala. Mais on enlevait les gants, donc on est pour pouvoir bien faire le curage pour que l'hémorragie s'arrête. Parce que sinon, tu perds la femme en une fraction de seconde. Bon, actuellement, les femmes, il y a d'autres types de femmes, d'autres types d'avortements. Les femmes elles-mêmes, elles parlent. Elles parlent. Quand elles sont tirées d'affaire, elles parlent. Elle a une copine, moi c'est une telle qui m'a aidé. Moi c'est une telle qui m'a aidé. Là aussi, la sage-femme aussi est obligée de se couvrir, de suivre vraiment la déontologie de sa profession, l'éthique de sa profession. Mais à mon âme et conscience, moi, une femme, une sage-femme qui voit une femme perdre la vie et ne rien faire, là je ne suis pas d'accord. Il faut aider la femme régler son problème, voir maintenant quelle est la conduite à tenir. Parce que les femmes, elles parlent. Si elle est sortie d'affaires, elle va dire. Si elle est dans le pétrin, carrément, elle va dire qu'elle a fait un avortement provoqué. Et toi, tu n'as pas le droit de la laisser comme ça partir. Tu ne sais pas ce que si c'est ton enfant, ta nièce, ta voisine, mais aussitôt qu'elle est tirée d'affaires, elle va dire qu'elle n'a jamais fait d'avortement provoqué. Ça, je vous le dis aussi carrément. On rencontre, c'est le lot quotidien des sages-femmes. Tu aides quelqu'un, après elle te laisse dans le pétrin. Ça, c'est arrivé à plus d'un sage-femme. Des sages-femmes ont été incarcérées à cause de ces cas. Elles n'ont jamais fait d'avortement et elles le jurent. Pour vous dire, moi, il m'est arrivé de voir une femme qui était dans le pétrin avec une collègue. On l'a tirée d'affaire. Avant qu'on la tire d'affaire, on était en train de s'affairer sur elle. Elle nous a tout raconté le processus. Comment la sage-femme lui a fait l'avortement. Mais quand on l'a récupérée, on a appelé la sage-femme. On était tellement énervé qu'on l'a laissée avec sa sage-femme dans notre bureau parce qu'on l'a ramassée dans la rue. Mais quand sa sage-femme est sortie, la femme nous a dit, Madame, vraiment, je vous remercie énormément. Celle-là, ma sage-femme-là, elle n'a jamais tenté un avortement sur moi. Billahi, sur la tête de mes enfants. Vous voyez, les femmes, on les aide, mais aussi on reste dans le pétrin. Merci beaucoup. Donc, peut-être essayer de voir comment est-ce que vous allez travailler ensemble avec la task force pour que vous puissiez être protégés aussi et qu'on puisse mener le combat. Avant de répondre, juste permettez-moi de je dirais pas recadrer, mais de repréciser peut-être l'information que Tam Sato a donnée par rapport aux femmes. Elle disait que les femmes parlent. C'est normal qu'elles parlent parce qu'elles sont sans défense. C'est normal qu'elles parlent parce que elles sont obligées par l'État de porter des grossesses qu'elles ne voulaient pas et de les porter à terme. Elles sont obligées de parler parce qu'elles n'ont pas de solution légale. Elles sont obligées de parler parce que dans les interrogatoires, on ne les laisse pas la possibilité de se défendre, la possibilité de dire pourquoi elles n'ont pas voulu garder cette grossesse, parce que souvent, c'est des grossesses qui leur ont été imposées par leur bourreau, surtout quand il s'agit de viol et inceste. Donc c'est normal que ces femmes parlent. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut porter ce plaidoyer-là pour changer la législation nationale. Parce que si cette législation change, les femmes n'auront pas à faire face à ces enquêteurs, n'auront pas à dénoncer les personnes qui les ont aidées, n'auront pas à balancer des personnes qui ont essayé de les aider. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la loi qui est là. Malheureusement, la loi n'est pas encore là. C'est le protocole qui est là. Et le protocole doit être domestiqué sur le plan national pour qu'on ait une loi. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une loi qui autorise l'avortement. Le Sénégal devait harmoniser sa législation avec le protocole, ce qui n'est pas encore fait. D'où l'importance de mener ce plaidoyer-là pour qu'il y ait un changement de législation.
Par rapport aux questions, la responsabilité des hommes. Actuellement, avec la législation du Sénégal, les hommes n'ont pas de responsabilité sur ces avortements. Si ils n'ont pas aidé ou participé à commettre cet acte, ils n'ont pas de responsabilité. Au contraire, ils ont des privilèges. Parce qu'une femme qui porte une grossesse qu'elle ne désire pas, on l'oblige à garder cette grossesse. Qu'elle le veuille ou non, elle est obligée. Mais un homme qui a un enfant, là je parle du principe de recherche de paternité. Je pense que vous tous, vous connaissez ce principe-là. C'est le principe qui est dans le code de la famille, qui dit que on n'a pas le droit de chercher la paternité de son enfant ou bien un enfant cherche son père. Je m'explique. Un homme peut enceinter une femme. Ça peut être un viol, ça peut ne pas être un viol. En tout cas, il est l'auteur de cette grossesse-là. Le droit sénégalais dit que si l'homme ne reconnaît pas cette paternité-là, il n'y a aucune contrainte qui pèse sur l'homme pour l'obliger à reconnaître cette grossesse. Même si un test ADN a été autorisé et que le test montre que biologiquement, c'est l'homme qui est le père. Biologiquement, il est le père. Et le droit sénégalais dit à cet homme-là, tu es le père. Effectivement, biologiquement, tu es le père. Il n'y a qu'une obligation qui pèse sur toi, c'est l'obligation d'entretenir cet enfant jusqu'à 18 ans. Mais pour la reconnaissance juridique, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Personne n'a le droit de te désigner, personne n'a le droit de te poursuivre. Moi, j'ai l'habitude de dire que là où on interdit aux femmes de faire un avortement, on permet aux hommes de faire un infanticide. Parce que le fait de concevoir un enfant et de ne pas reconnaître sa paternité, ça veut dire que cet enfant-là n'est pas dans ton patrimoine extra. Donc, ce qui veut dire que tu as tué cet enfant parce que tu ne reconnais pas l'existence de cet enfant. Tu ne reconnais pas l'existence juridique de cet enfant. Et personne, je dis encore, personne ne peut t'obliger à reconnaître cet enfant-là, même si biologiquement on a prouvé que tu es le père. Ce qui pèse sur toi, c'est l'obligation d'entretien. Donc, ce qui veut dire que l'homme, au contraire, on ne cherche pas à établir sa responsabilité, mais plutôt à lui donner des privilèges. Des privilèges de ne pas reconnaître un enfant dont il est même sûr que c'est le père ou bien dont biologiquement on a prouvé que c'est le père. Donc là, on ne cherche pas à établir la responsabilité de l'homme, mais au contraire, on lui donne des privilèges. Et quand vous faites les prisons, vous vous rendez compte que à chaque fois, on cherche à établir la culpabilité de la maman. Parce qu'on dit que oui, la maman était au courant, que la fille était enceinte. Moi, j'ai eu un cas où c'est le père même qui a creusé le trou, le trou où on a enterré le nouveau-né. Parce que la personne était accusée d'infanticide. Mais on dit que le père n'était pas au courant que c'est la fille qui a tué l'enfant, mais la maman était poursuivie. La maman était en prison avec sa fille. Mais le père était libre parce qu'on disait que oui, il n'était pas au courant. On l'a appelé seulement pour creuser le trou pour enterrer l'enfant, mais il n'était pas au courant. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le patriarcat est encore là. Et même dans les juridictions, on cherche à protéger les hommes. C'est de manière objective que je le dis, sur des faits que nous avons vécus. Par rapport aux attaques, bon, là je pense que je ne vais pas revenir sur les attaques dont on a fait l'objet, que la task force en tant que task force a fait l'objet, mais moi-même en tant que coordonnatrice, peut-être que vous verrez dans les médias ce qui s'était dit, ce qu'on a dit sur la task force. Voilà quoi, donc là je ne vais pas revenir, mais vous savez que c'est pas un travail confortable. Sûrement on reçoit des attaques de part et d'autre. Je pense que tout à l'heure, quand je parlais de la task force, dont j'ai arrêté la coordination en 2021, la task force n'a pas arrêté. Aïssatou est là, c'est la coordonnatrice. Donc moi, je l'ai coordonnée de 2013 à 2021 et j'ai été ailleurs en tant que représentante du bailleur qui appuie le comité de plaidoyer. Donc je ne pouvais plus être la coordonnatrice, mais Aïssatou est là, c'est elle qui est maintenant coordonnatrice. Par rapport à la question concernant les alliances avec les organisations féministes, je donne la possibilité à Aïssatou en tant que coordonnatrice de revenir sur cette question. Aïssatou,
en attendant, Wassel, tu peux répondre à ta question. Oui, non, je voulais juste attirer l'attention du public sur comment les hommes sont protégés dans ce pays. Vous avez vu, les hommes sont protégés partout en fait et privilégiés. Et aussi préciser, c'est vrai que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. Mais tenez-vous bien, hein, il y a des juristes qui ne savent même pas que ce texte existe et ratifié au Sénégal. Donc, il y a un problème, en fait. Et c'est l'autorisation de l'application du protocole de l'article 14 qu'on est en train de demander. Je donne juste un exemple en faisant un clin d'œil à Aïssatou. J'étais au Bénin dernièrement et j'étais agréablement surprise, en fait, de voir que pour la plupart des initiatives, en fait, dans la lutte pour l'autorisation de l'avortement, c'est-à-dire que ces initiatives sont menées ou sont créées, mises en place par des personnels de santé, en fait. Alors que c'est tout à fait le contraire au Sénégal. Aujourd'hui, c'est très rare même d'avoir une personnel de santé accepter, en fait, de l'avoir dans un panel, en fait, qu'elle puisse parler, etc., pour dire qu'il y a tellement de choses à faire parce qu'elles ont peur. Tout le monde a peur dans ce pays. Et donc, du coup, pour moi, aujourd'hui, ce serait un challenge aussi pour les sages-femmes je ne minimise pas leur engagement, mais vraiment de plus être présente et d'être beaucoup plus engagée dans cette lutte avec les féministes. Et vous, femmes féministes ou pas, comprenez que vous devez toutes vous engager à lutter contre le système patriarcal. Parce que sinon, on va toujours continuer à nous lamenter et les hommes seront toujours les privilégiés de ce système. Je m'appelle Aïssatou Ndiaye. Je suis la coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste au Sénégal. Donc, pour aller vite, je vais répondre à la question de Tara. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'approche féministe, elle est assez importante quand on parle du droit à l'avortement. Et depuis l'année dernière, on est en train de travailler en collaboration avec le collectif des féministes. Toutes les femmes qui sont féministes au Sénégal, on travaille avec. Parce que l'idée est partie de la campagne qui avait été menée par la Task Force, donc la campagne Wuyu Wallu, qui avait fait beaucoup de bruit au niveau des médias. Donc on avait beaucoup d'attaques de partout. Et les féministes se sont appropriées cette campagne-là et étaient là en train de parler à tout le monde sur la question de l'avortement, combien c'était un droit fondamental pour que les femmes puissent bénéficier de ce droit-là. Donc à partir de là, il y a eu des sessions de renforcement de capacité qui ont été faites avec 2 groupes de féministes qui ont été formés sur les éléments de langage. Parce que pour nous, c'est important qu'on ait le même langage, puisqu'on porte le même plaidoyer. Vu qu'on a un contexte qui est assez différent et on a l'un des contextes les plus restrictifs en Afrique de l'Ouest, donc on a voulu tenir compte de cela et il y a eu des sessions de renforcement de capacité, de clarification des valeurs sur les éléments de langage qui avaient été faites avec le groupe des féministes et ensuite il y a eu des feuilles de route qui ont été élaborées pour un plan d'action au niveau communautaire. Mais quand même là, on est en train d'aller dans la révision du plan stratégique de la Task Force et il y a une section qui concerne carrément l'approche féministe en mettant en avant l'intersectionnalité. Parce que comme on le dit, l'intersectionnalité est importante. Ça permet de faire ressortir les différents points qui relient 2 choses en même temps. Donc pour cette approche-là, on l'a combinée avec l'approche féministe qui occupe une place dans le plan stratégique de la Task Force. Et même au niveau régional encore, avec le centre Audace, on est en train de mettre en place une communauté de pratique sur l'approche féministe. Donc on a fait un premier atelier pendant le mois d'octobre et il y aura un autre atelier au niveau régional pour agrandir encore, pour élargir le groupe. Donc ce sera au mois de janvier. Donc l'approche féministe est prise en compte dans le plaidoyer. C'est vrai qu'avant c'était pas quelque chose qui était pris en compte, mais quand même on a vu l'avancée et comme l'un des défis principaux c'est la synergie d'action. C'est important. On est en train de travailler toutes sur le même objectif, donc on se doit d'aller ensemble et de vraiment avoir des actions concrètes qu'on mettra ensemble à différents niveaux. Merci. Merci beaucoup Aïssatou. On va laisser le soin à Madame Fall de répondre avant de clôturer le panel. Oui, il y avait quelqu'un qui avait demandé l'attitude des sages-femmes après un avortement provoqué. Bon, là, c'est-à-dire certainement la prise en charge. La prise en charge, elle est urgente. Parce qu'il y a une question de vie ou de mort des fois.
C'est pourquoi quand Ami Sakho dit que les femmes parlent, je vous dis quand on est dans l'antichambre de la mort, on est obligé de parler. C'est une question de survie. On les comprend. Mais une femme qui fait un avortement, il lui faut des soins après avortement. Certainement, peut-être à l'origine de l'avortement, il y a eu un besoin non satisfait en planification familiale. Il faut corriger et prendre ce besoin en compte. La sensibiliser pour la voie à suivre, pour qu'elle ne soit pas dans cette situation pareille à l'avenir. Si elle veut enfanter, qu'elle l'assume. Mais si elle ne veut pas d'une grossesse non désirée, vraiment, on doit l'aider à ne pas porter cette grossesse, à ne pas contracter cette grossesse. Je ne dis même pas porter, mais ne pas contracter cette grossesse. C'est surtout ça, l'attitude de la sage-femme, la sensibilité après le soin, après l'avortement. Il entre en compte la planification familiale. Il faut la sensibiliser. Vraiment bien causer avec elle, lui donner des rendez-vous régulièrement pour qu'elle soit rassurée. Parce que l'avortement, qu'elle s'en aille là, pour une bonne fois pour toutes, au-delà de la porte, moi je trouve que ce n'est pas une bonne attitude. Il faut prendre cette femme en charge au-delà du jour de l'avortement. Des rendez-vous sur rendez-vous jusqu'à ce qu'elle soit rassurée, jusqu'à ce qu'elle sache comment se prendre en charge elle-même pour ne pas contracter une grossesse. Et la prestataire, nous aussi, on doit l'aider pour qu'elle ne contracte pas une grossesse. Merci beaucoup, Madame Fall. C'est important. Merci à nos 3 panélistes et merci au public, merci à tous ceux qui ont eu à participer. Le panel est fini, mais si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations sur le combat, sur la manière de communiquer, vous avez Wasso, Madame Ami Sakho, il y a aussi